Ouais, je finirai à la page 94. À la place des ruines de notre arrivée, le centre d'Yvetot offrait maintenant des petits immeubles crème avec des commerces modernes qui restaient illuminés la nuit, le samedi et le dimanche. Tous les jeunes des environs tournaient dans les rues ou regardaient la télé dans les cafés. Les femmes du quartier remplissaient leurs paniers pour le dimanche dans les grandes alimentations du centre. Mon père avait enfin sa façade en crépi blanc, ses rampes de néon. Déjà, les cafetiers qui avaient du flair revenaient au colombage normand, aux fausses poutres et aux vieilles lampes, soir repliés à compter la recette. On leur donnerait la marchandise qui ne viendrait pas chez vous. Chaque fois qu'un magasin nouveau s'ouvrait dans Yvetot, il allait faire un tour du côté à vélo. Ils sont arrivés à se maintenir. Le quartier s'est prolétarisé. À la place des cadres moyens, partis habiter les immeubles neufs avec salle de bain, des gens à petit budget, jeunes ménages d'ouvriers, familles nombreuses en attente d'un HLM. Vous paierez demain, on est des gens de revue. Les petits vieux étaient morts, les suivants n'avaient pas plus la permission de rentrer sous, mais une clientèle moins gaie, plus rapide et payante de buveurs occasionnels leur avait succédé. L'impression de tenir maintenant un début de boisson convenable. Il est venu me chercher à la fin d'une colonie de vacances, où j'avais été monitrice. Ma mère a crié « Houhou » de loin et je les ai aperçus. Mon père marchait voûté, baissant la tête à cause du soleil. Ses oreilles se détachaient, un peu rouge sans doute parce qu'il venait de se faire couper les cheveux. Sur le trottoir, devant la cathédrale, il parlait très fort en se chamaillant. Sur la direction à prendre pour le retour, il ressemblait à tous ceux qui n'ont pas l'habitude de sortir. Dans la voiture, j'ai remarqué qu'il avait des taches jaunes près des yeux, sur les tempes. J'avais pour la première fois vécu loin de la maison pendant 2 mois, dans un monde jeune et libre. Mon père était vieux, crispé. Je ne sentais plus le droit d'entrer à l'université. Quelque chose d'instinct, une gêne après les repas. Il prenait de la magnésie, redoutant d'appeler le médecin à la radio. Enfin, le spécialiste de Rouen lui a découvert un polype à l'estomac qu'il fallait enlever rapidement. Ma mère lui reprochait sans cesse de se faire du souci pour rien, culpabilité en plus de coûter cher. Les commerçants ne profitaient pas encore à la sécurité sociale. Il disait, c'est une tuile. Après l'opération, il est resté le moins souvent possible à la clinique et il s'est remis lentement à la maison. Ses forces étaient perdues. Sous peine d'une déchirure, il ne pouvait plus soulever de casier, travailler au jardin plusieurs heures d'affilée. Désormais, spectacle de ma mère courant de la cave au magasin, soulevant les caisses de livraison et les sacs de patates, travaillant en double. Il a perdu sa fierté à 59 ans. Je ne suis plus bon à rien. Il s'adressait à ma mère, plusieurs sens peut-être. Mes désirs de reprendre le dessus, de s'habituer encore. Il s'est mis à chercher ses aises. Il s'écoutait. La nourriture est devenue une chose terrible, bénéfique ou maléfique, suivant qu'elle passait bien ou qu'elle revenait en reproche. Il lui reniflait le beefsteak ou le merlan avant de les jeter dans la poêle. c'est pas lui, c'est le. Il reniflait, bon, directement. C'est pas une figure de style. C'est pas une image du tout. La vue de mes yaourts lui répugnait. Au café, dans les repas de famille, il racontait ses menus, discutait avec d'autres des soupes maison et des potages en sachet, etc. Aux alentours de la soixantaine, tout le monde autour avait ce sujet de conversation. Ce type de sujet exactement. Il satisfaisait ses envies, un cervelas, un cornet de crevettes grises, l'espérance du bonheur évanouie souvent dès les premières bouchées. Les premières bouchées. En même temps, feignant toujours de ne rien désirer, je vais manger une demi-tranche de jambon. Donnez-moi un demi-verre, continuellement. Des manies maintenant. Comment défaire le papier des Gauloises, mauvais au goût, et les renrouler avec du zigzag. Plein de précautions. Le dimanche, il faisait un tour en voiture pour ne pas s'encrouter, le long de la Seine, là où il avait travaillé autrefois, sur les jetées de Dieppe ou Fécamp.
main le long du corps fermé, tourné vers l'extérieur, parfois jaune dans son dos. En se promenant, je n'ai jamais su quoi faire de mes mains le soir. Il n'a jamais su quoi faire de ses mains. Le soir, il attendait le souper en bâillant. On est plus fatigué le dimanche que les autres jours. La politique, surtout, comment ça va finir tout ça? La guerre d'Algérie, putsch des généraux, attentat de l'OAS, familiarisé, complice avec le grand Charles. Je suis entré comme maîtresse, élève-maîtresse à l'école de Rouen. J'étais nourri avec excès, blanchi. Un homme à toutes mains réparait même des chaussures, tout gratuitement. Il éprouvait une sorte de respect pour ce système de prise en charge absolue. L'État m'offrait d'emblée ma place dans le monde. Mon départ de l'école en cours d'année l'a désorienté. Il n'a pas compris que je quitte pour une question de liberté, un endroit si sûr où j'étais comme à l'engrais. J'ai passé un long moment à Londres, au loin. Il devint certitude d'une tendresse absolue, abstraite. Je commençais à vivre pour moi seul. Ma mère m'écrivait un compte-rendu du monde autour. Il fait froid par chez nous. Espérons que cela ne va pas durer. On est allé dimanche soir voir nos amis de Granville. La mère X est morte 60 ans. Ce n'est pas vieux. Elle ne savait pas plaisanter par écrit, dans une langue avec des tournures qui lui donnaient déjà de la peine. Écrire comme elle parlait aurait été plus difficile encore. Elle n'a jamais appris à le faire. Mon père signait. Je leur répondais aussi dans le ton du constat. Ils auraient ressenti toute recherche de style comme une manière de les tenir à distance. Je suis reparti à Rouen. Je faisais une licence de lettres. Ils se houspillaient moins, juste les remarques acrimonieuses connues. On va encore manquer d'Orangina par ta faute. Qu'est-ce que tu peux bien lui raconter au curé, à être toujours pendu à l'église par habitude? Il avait encore des projets pour que le commerce et la maison aient bonne apparence, mais de moins en moins la perception des bouleversements qu'il aurait fallu pour attirer une nouvelle clientèle, se contentant de celle que les blanches d'alimentation du centre effarouchaient, avec ce coup d'œil des vendeuses regardant comme vous êtes habillés. Plus d'ambition. Il s'était résigné à ce que son commerce ne soit qu'une survivance qui disparaîtrait avec lui. Décidé maintenant à profiter un peu de l'existence, il se levait plus tard. Après ma mère travaillait doucement au café, au jardin, lisait le journal d'un bout à l'autre, tenait de longues conversations avec tout le monde. La mort à l'usilement, sous forme de maxime, on sait bien ce qui nous attend. À chaque fois que je rentrais à la maison, ma mère, ton père, regarde-le, c'est un coq en pâte. À la fin de l'été, en septembre, il attrape des guêpes sur la vitre de la cuisine, avec son mouchoir, et il les jette sur la plaque à feu continue du poêle allumé déjà. Elle meurt en se consumant avec des soubresauts. Ni inquiétude ni jubilation, il a pris son parti de me voir mener cette vie bizarre, irréelle. Avoir 20 ans et plus, encore sur les bancs de l'école. Elle étudie pour être professeure. De quoi les clients ne demandaient pas. Seul le compte le titre. Et il ne se souvenait jamais. Lettres modernes ne lui parlaient pas, comme aurait pu le faire mathématiques ou espagnol. Craignant qu'on ne me juge toujours trop privilégié, qu'on ne les imagine riches pour m'avoir ainsi poussé, mais n'osant pas non plus avouer que j'étais boursière. On aurait trouvé ce qu'ils avaient bien de la chance, que l'État me paie à ne rien faire, de mes dix doigts. Toujours cerné par l'envie et la jalousie, cela peut être de plus clair dans sa condition. Parfois je rentrais chez eux le dimanche matin après une nuit blanche. Je dormais jusqu'au soir, pas un mot. Presque de l'approbation. Une fille peut bien s'amuser gentiment, comme une preuve que j'étais tout de même normal, ou bien une représentation idéale du monde intellectuel et bourgeois, opaque. Quand une fille d'ouvrier se mariait enceinte, tout le quartier le savait. Aux vacances d'été, j'invitais à Yvetot deux copines de fac, des filles sans préjugés qui affirmaient « c'est le cœur qui compte ». Car à la manière de ceux qui veulent prévenir tout regard condescendant sur la famille, j'annonçais « tu sais quoi, c'est simple. Chez moi. » Mon père était heureux d'accueillir ces jeunes filles si bien élevées.
leur parlais beaucoup par souci de politesse, évitant de laisser tomber la conversation, s'intéressant vivement à tout ce qui concernait mes amis. La composition du repas était source d'inquiétude. Est-ce que mademoiselle Geneviève aimait tomates? Il se mettait en quatre. Quand la famille d'une de ses amies me recevait, j'étais admise à partager de façon naturelle un mode de vie que ma venue ne changeait pas. À entrer dans leur monde qui ne redoutait aucun regard étranger et qui m'était ouvert parce que j'avais oublié les manières, les idées et les goûts du mien. En donnant un caractère de fête à ce qui, dans ces milieux, n'était qu'une visite banale, mon père voulait honorer mes amis et passer pour quelqu'un qui a du savoir-vivre. Il révélait surtout une infériorité qu'elle reconnaissait malgré elle, en disant par exemple « Bonjour monsieur, comment ça va-t-il » Un jour, avec un regard fier, je ne t'ai jamais fait honte. À la fin d'un été, j'ai amené à la maison un étudiant de sciences politiques avec qui j'étais lié, rite solennel, consacrant le droit d'entrer dans une famille effacée dans les milieux modernes, aisés, où les copains entraient et sortaient librement. Pour recevoir ce jeune homme, il a mis une cravate, échangé ses bleus contre un pantalon du dimanche. Il exultait, sûr de pouvoir considérer mon futur mari comme son fils, d'avoir avec lui, par là, les différences d'instruction, une connivence d'homme. Il lui a montré son jardin, le garage qu'il avait construit seul de ses mains, offrande de ce qu'il savait faire, avec l'espoir que sa valeur serait reconnue de ce garçon qui aimait sa fille. Celui-ci, il suffisait d'être bien élevé, car c'est la qualité que mes parents appréciaient le plus. Il leur apparaissait une conquête difficile. Ils n'ont pas cherché à savoir, comme ils l'auraient fait pour un ouvrier, s'il était courageux et ne buvait pas. Conviction profonde que le savoir et les bonnes manières étaient la marque d'une excellence intérieure innée. Quelque chose d'attendu depuis des années peut-être, souci, blablabla. Donc là, j'espère que l'enregistrement n'a pas capoté. Je m'allonge un instant, comme j'étais au départ. Voilà. Bien sonné. Bien la prochaine fois, je me mettrai de ce côté-ci. Je quitterai l'ombre pour apparaître dans cette lumière du jardin. Voilà mon installation. Voici le livre de marque-page. Il y a moins de vent aujourd'hui. Je continuerai plus tard.